Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Pourquoi mon abri de jardin prend l'eau et que faire? C'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce qu'un abri qui fuit n'est presque jamais un simple petit souci de pluie, c'est souvent le début d'une chaîne de problèmes qui finissent par coûter cher en bois gonflé, outils rouillés, carton moisi, odeur d'humidité et structures qui se dégradent plus vite que prévu. Et le plus piégeux, c'est qu'on croit souvent savoir d'où vient l'eau, alors qu'en réalité, elle entre ailleurs, ruisselle, s'accumule en silence et n'apparaît qu'à l'endroit le plus visible. Si je vais jusqu'au bout du diagnostic et des solutions dans cette vidéo, c'est justement pour éviter les réparations inutiles et pour comprendre comment stopper durablement les infiltrations au lieu de seulement éponger les conséquences. Quand un abri de jardin prend l'eau, il faut déjà distinguer trois situations qui se ressemblent mais qui ne se traitent pas du tout de la même manière. Il peut s'agir d'une infiltration directe, donc de l'eau de pluie qui entre par le toit, les angles, les fixations, les joints ou la porte. Il peut aussi s'agir de remontée ou de ruissellement au niveau du sol, avec une dalle qui reste humide, un terrain qui renvoie l'eau vers l'abri ou une base mal conçue. Et il peut enfin s'agir de condensation, ce qui est très fréquent dans les petits volumes mal ventilés. Beaucoup de gens disent « mon abri fuit », alors qu'en réalité, l'eau se forme à l'intérieur parce que l'air humide condense sur des parois froides. Si je ne fais pas cette différence dès le départ, je risque de colmater un toit parfaitement étanche alors que le vrai problème vient de l'absence d'aération ou d'un sol qui reste humide en permanence. La première chose que je regarde, c'est le moment où l'eau apparaît. Si l'intérieur est sec par beau temps et que des traces apparaissent juste après une pluie, je pense d'abord à une infiltration. Si l'abri est humide, même après plusieurs jours secs, avec une odeur lourde, des gouttelettes sous la toiture ou sur les objets métalliques, je pense à la condensation. Si le sol ou le bas des parois reste mouillé après les intempéries, surtout le long du pourtour, je m'oriente vers un problème de drainage, de dalle ou de contact avec le terrain. Ce simple repère temporel change complètement la suite. J'observe aussi la forme des traces. Une auréole localisée sous une vis de toiture, ce n'est pas la même chose qu'un bas de mur noirci sur toute la longueur. Des gouttes qui tombent au centre peuvent venir d'un point haut et éloigné. De l'eau au pied de la porte peut provenir du seuil, mais aussi du toit si elle ruisselle discrètement le long d'un montant. Le toit est évidemment le suspect numéro 1, mais il faut le regarder intelligemment. Sur un abri en bois avec feutre bitumé, shingles ou bac acier, les causes ne sont pas les mêmes. Si le revêtement est en feutre bitumé, je vérifie les déchirures, les cloques, les zones qui se décollent et surtout les recouvrements. Une petite ouverture dans le sens du ruissellement suffit pour laisser passer l'eau sous le revêtement. Avec le temps, le soleil, le froid et les mouvements du support fatiguent le matériau. Si des pointes ou des agrafes ont été posées au mauvais endroit, elles deviennent aussi des points d'entrée. Sur des shingles, je regarde les bandes collées, les relevés, les rives, les faîtages et tous les points où une tuile bitumineuse peut s'être soulevée. Sur un bac acier, je surveille les fixations, les rondelles d'étanchéité, les recouvrements entre plaques et les éventuelles contrepentes qui retiennent l'eau au lieu de l'évacuer. Dans tous les cas, je ne me contente pas de regarder de loin. Je cherche les traces de ruissellement, les têtes de fixation oxydées, les joints craquelés, les salissures qui dessinent un chemin d'eau. La pente du toit est une autre cause majeure. Un revêtement peut être bon, mais s'il est installé sur une pente trop faible pour le matériau choisi, l'eau stagne, remonte par capillarité, s'infiltre au niveau des recouvrements et le problème revient sans cesse. Beaucoup d'abris sont montés vite, parfois sur des bases approximatives, et la géométrie finale n'est pas idéale. Si la structure s'est tassée d'un côté, la pente réelle peut même avoir diminué avec le temps. J'insiste là-dessus parce qu'on peut remplacer un revêtement 2 fois sans régler le défaut de pente. Si je remarque que l'eau reste en flaque sur le toit après la pluie, c'est un signal d'alarme. L'eau stagnante fatigue les joints, augmente les infiltrations et accélère le vieillissement. Les bords de toit et les rives sont souvent négligés. Pourtant, c'est là que le vent pousse l'eau,
que les gouttes reviennent sous l'effet des turbulences et que les finitions mal posées se révèlent. Une infiltration en rive peut descendre dans une paroi et ressortir bien plus bas, ce qui trompe complètement le diagnostic. Je vérifie donc si les débords de toit sont suffisants, si les bandes de rive sont bien en place, si le revêtement dépasse correctement et si aucune zone ne permet à l'eau de revenir sous la couverture. Sur les petits abris, chaque détail compte parce que les proportions sont réduites et la moindre faiblesse est immédiatement sollicitée. Ensuite, je passe au mur. Sur un abri en bois, il faut distinguer l'eau qui traverse réellement la paroi de l'eau qui passe par les assemblages, les angles ou les menuiseries. Un bois extérieur peut être mouillé sans que l'abri fuit. Ce n'est pas le fait que le bois prenne la pluie qui pose problème, c'est la façon dont il sèche ensuite et la présence ou non d'un chemin vers l'intérieur. Si les lames ont travaillé, si des jours se sont ouverts, si un angle s'est légèrement désassemblé, l'eau poussée par le vent peut s'y engouffrer. Je regarde particulièrement les coins, les jonctions entre panneaux, les passages de vis et les zones proches de la toiture. Si une lasure ou une peinture s'écaille, cela n'implique pas forcément une infiltration, mais c'est souvent le signe d'un cycle humide qui mérite qu'on s'y attarde. La porte est aussi une zone très fréquente d'entrée d'eau. Pas seulement par le haut, mais aussi par les côtés et surtout par le bas. Une porte d'abri est souvent moins soignée qu'une porte de maison. Les jeux sont plus importants, le seuil est bas ou inexistant, et le vent pousse la pluie directement dessus. Si le sol extérieur remonte vers l'abri, l'eau arrive naturellement contre le seuil et finit par passer. Si la porte a travaillé, ferme mal ou frotte d'un côté, le joint n'est plus uniforme. Je regarde alors les traces sur la face intérieure de la porte, le bas des montants, les coins du dormant et le plancher juste derrière. Souvent, l'eau ne tombe pas du ciel à cet endroit, elle est simplement balayée vers la porte par une mauvaise pente extérieure. Les fenêtres, quand il y en a, posent les mêmes questions. Un appui mal conçu, un joint vieillissant, un petit espace en périphérie, et l'eau s'invite. J'insiste sur un point important, les joints extérieurs ne doivent pas servir à compenser un défaut de conception majeur. Mettre du mastic partout peut donner l'impression d'avoir réparé, mais si l'eau n'a plus de voie d'évacuation et reste piégée, on déplace le problème. Une bonne étanchéité, ce n'est pas juste boucher, c'est gérer le trajet de l'eau et lui interdire l'accès à l'intérieur, tout en lui laissant un chemin pour s'écouler vers l'extérieur. Le sol et la base de l'abri sont très souvent sous-estimés. Si l'abri est posé trop bas, si la dalle est au même niveau que le terrain environnant, si la terre, le gravier ou la pelouse touchent directement le bois, l'humidité remonte ou éclabousse le bas des parois à chaque pluie. Le bas d'un abri doit être protégé des projections et séparé du sol humide. Une dalle béton peut sembler rassurante, mais si elle est mal drainée, sans légère pente, ou si l'eau s'accumule tout autour, elle devient une réserve d'humidité. Dans certains cas, l'eau entre sous les parois parce que l'assise n'est pas étanche ou parce qu'il n'y a aucun décroché entre extérieur et intérieur. Il faut alors observer, après une forte pluie, ce qui se passe autour de l'abri, pas seulement dedans. Est-ce que l'eau reste collée au mur? Est-ce que le terrain forme une cuvette? Est-ce qu'une descente de gouttière rejette l'eau juste à côté? Est-ce que le cheminement naturel du jardin envoie toute l'eau vers cet abri? J'en viens justement aux gouttières, parce qu'un petit détail à ce niveau peut créer un grand désordre. Une gouttière bouchée, mal inclinée, trop courte ou absente sur un toit qui déverse au mauvais endroit peut arroser en permanence le pied d'un mur. La quantité d'eau qui tombe d'un toit, même petit, est beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Si cette eau est rejetée directement au pied de la structure, le bois souffre, le terrain se gorge d'eau et les infiltrations finissent par apparaître. Je vérifie donc si les gouttières existent, si elles sont propres, si les naissances ne débordent pas, si les descentes évacuent loin de la base et si l'eau n'est pas ramenée vers l'abri par un sol en pente inverse. La condensation mérite un vrai détour parce qu'elle trompe énormément de propriétaires. Un abri de jardin contient souvent des objets humides, du bois, des outils rentrés après usage, parfois une tondeuse encore chaude, des bidons, du textile, des cartons, voire du matériel de piscine. L'air se charge en humidité, surtout si le sol dégage de l'eau ou si l'abri n'est jamais aéré.
La nuit ou quand la température baisse, cette humidité se condense sur la sous-face du toit, sur le métal, sur les vitrages et parfois sur les murs. Résultat, on retrouve des gouttes qui tombent et on conclut trop vite à une fuite de toiture. Un bac acier non isolé est particulièrement concerné. Le matin, l'abri peut pleuvoir à l'intérieur alors que la couverture est intacte. Dans ce cas, colmater ne sert à rien. Il faut ventiler, limiter les sources d'humidité, isoler si c'est pertinent et surtout éviter de stocker des matières qui retiennent l'eau sans circulation d'air. Pour poser un diagnostic fiable, je recommande toujours une méthode simple. D'abord, vider ou au moins dégager visuellement les zones touchées. Ensuite, repérer précisément les traces, avec des photos si nécessaire. Puis observer en situation réelle, idéalement pendant ou juste après une pluie. Si ce n'est pas possible, un test à l'eau au tuyau peut aider, mais il faut le faire progressivement, zone par zone, du bas vers le haut, sans noyer tout le toit d'un coup, sinon on ne sait plus d'où vient l'infiltration. J'arrose une petite partie, j'attends, j'inspecte l'intérieur, puis je passe à la zone suivante. Ce test est extrêmement utile pour les joints de menuiserie, les rives et les points singuliers. En parallèle, je touche le bois, je cherche ce qui est mou, gonflé, noirci, ce qui sent le moisi. Une réparation durable dépend toujours d'un diagnostic précis. Une fois la cause identifiée, il faut réparer dans le bon ordre. Si le toit est en cause, je commence par assurer l'évacuation de l'eau et remettre la couverture dans une configuration compatible avec sa pente. Si le revêtement est localement endommagé, je peux réparer ponctuellement, mais seulement si le support est sain et si le reste de la couverture n'est pas en fin de vie. Si le support bois sous le revêtement est gonflé, pourri ou délaminé, il faut d'abord reprendre ce support, sinon la meilleure rustine du monde ne tiendra pas longtemps. Sur un feutre bitumé, une réparation locale avec un patch adapté peut fonctionner si la zone est sèche, propre, stable et correctement recouverte. Sur des shingles, une reprise propre des éléments concernés est souvent préférable à un masticage généralisé. Sur un bac acier, le remplacement des vis défectueuses avec rondelles adaptées peut régler bien des choses, à condition que les trous ne soient pas ovalisés et que les recouvrements soient corrects. Si la pente est insuffisante, il faut être honnête, la vraie solution passe souvent par une correction de structure ou un changement de couverture pour un système compatible. C'est moins séduisant qu'un simple joint, mais c'est ce qui évite de refaire le problème tous les hivers. De la même manière, si l'eau entre par les rives à cause d'un manque de débord ou de finition absente, il faut reprendre ces finitions et non simplement injecter du mastic dans les angles. Le mastic a sa place, mais pas comme solution magique universelle. Sur les murs et les assemblages bois, je vérifie d'abord l'état général. Si le bois est seulement ouvert par endroits, une reprise de protection et un traitement adapté peuvent suffire après séchage complet. Si une lame ou un panneau est déformé, fendu ou pourri en profondeur, il vaut mieux remplacer la pièce concernée. Je fais attention à ne pas enfermer l'humidité derrière une couche filmogène sur un support déjà gorgé d'eau. Avant toute finition, le support doit être sec. Sinon, la peinture cloque, la lasure tient mal et les désordres reviennent. Je traite aussi les champs, les coupes et le bas des pièces, souvent oubliés alors que ce sont des zones très sensibles. Pour la porte, la solution dépend de la cause. Si l'eau passe parce que le seuil est mal protégé, je crée une barrière efficace avec un seuil mieux pensé, une bavette, un rejet d'eau ou une correction de la pente extérieure pour que l'eau ne vienne plus frapper la porte. Si les jeux sont trop importants, je reprends le réglage, les charnières, l'équerrage et j'ajoute des joints adaptés à l'usage extérieur. Mais je garde toujours en tête qu'un joint ne compense pas une porte déformée ou un dormant mal posé. Si le bas de porte est abîmé, il faut parfois le reprendre ou le protéger avec un profil qui limite les entrées d'eau et les remontées par capillarité. Quand le problème vient du sol, l'action la plus rentable est souvent à l'extérieur. Je cherche à éloigner l'eau de l'abri. Cela peut passer par une reprise de niveau, un petit drainage périphérique, un lit de gravier bien conçu, une amélioration de la pente du terrain ou simplement une meilleure gestion des eaux de toiture.
Si la dalle garde l'eau, je m'interroge sur sa pente et sur les zones où l'eau peut stationner. Si le bois de l'abri est trop proche du sol, je crée une séparation nette, avec une assise correcte et un point bas ventilé si le modèle le permet. Le but, ce n'est pas juste d'avoir un intérieur sec aujourd'hui, c'est d'empêcher le bas de la structure de vivre en ambiance humide toute l'année. Pour la condensation, je travaille sur 3 leviers. D'abord, je réduis les apports d'humidité. Je ne range pas du matériel ruisselant dans un espace fermé sans ventilation, je surélève ce qui peut retenir l'eau. J'évite de coller des cartons ou des tissus contre les parois. Ensuite, j'améliore la circulation d'air. Des grilles opposées, hautes et basses selon la configuration, aident beaucoup à casser l'air stagnant. Enfin, selon l'usage, je peux envisager une sous-face anti-condensation ou une amélioration de la couverture si le toit métallique favorise trop les gouttelettes. Le but n'est pas de transformer l'abri en pièce d'habitation, mais de casser le cycle humidité-condensation. Il faut aussi parler des erreurs classiques, parce qu'elles expliquent pourquoi certains abris réparés reprennent l'eau quelques mois plus tard. La première erreur, c'est de traiter uniquement la conséquence visible. On voit de l'eau au sol, on refait le plancher. On voit une tache au mur, on repeint. On voit une goutte sous une poutre. On met du silicone au hasard. Tant qu'on ne remonte pas à la cause, ça recommence. La deuxième erreur, c'est d'utiliser des produits inadaptés ou mal appliqués, sur support humide, sale ou instable. La troisième, c'est de fermer trop hermétiquement un abri qui avait en fait besoin de mieux respirer. La quatrième, c'est d'oublier l'environnement immédiat, alors que le terrain, les gouttières et les projections d'eau jouent parfois un rôle plus important que la couverture elle-même. J'insiste aussi sur le facteur temps. Plus j'attends, plus le coût augmente. Une petite infiltration localisée peut paraître anodine pendant un été, mais avec les cycles de gel, de sécheresse et d'humidité, le bois se déforme, les fixations fatiguent, les traitements de surface se dégradent, et la réparation simple devient une reprise plus lourde. Un abri de jardin est une petite construction, donc on a parfois tendance à minimiser. Pourtant, comme il est exposé et souvent moins protégé qu'une maison, il vieillit vite si on laisse l'eau s'installer. Si je veux éviter que le problème revienne, je mets en place une logique d'entretien. Je contrôle la toiture au moins visuellement après les saisons les plus dures. Je nettoie les gouttières et j'observe l'évacuation lors des fortes pluies. Je surveille les rives, les joints de menuiserie, les angles et le bas des parois. Je vérifie que rien à l'intérieur ne bloque la ventilation. Je renouvelle les protections du bois avant qu'elles ne soient totalement épuisées. Et surtout, je garde une trace de ce que j'ai vu et réparé, parce que la répétition d'une trace au même endroit raconte beaucoup sur l'origine réelle du désordre. Il y a aussi une dimension de bon sens dans l'usage quotidien. Un abri de jardin n'aime ni l'encombrement total, ni les objets collés au mur. Si je plaque des sacs, des planches, des cartons ou des bâches contre toutes les parois, je m'interdis de voir les premiers signes d'humidité et j'empêche le séchage. Si je stocke du bois humide ou de la terre en sac à l'intérieur, j'augmente fortement la charge d'humidité. Si je ferme toujours hermétiquement un volume déjà humide, je fabrique mes propres gouttelettes. Une bonne partie des fuites naît ainsi d'un mélange entre petites faiblesses constructives et mauvaises conditions d'usage. Pour savoir si la réparation a vraiment marché, je ne me contente pas d'attendre la prochaine grosse pluie avec angoisse. Je fais un contrôle actif. Je regarde les zones anciennement touchées, je vérifie l'absence de nouvelles traces, je sens l'air, j'observe le comportement du bois. Si possible, je refais un test localisé à l'eau après séchage des matériaux. J'accepte aussi qu'un abri très humide mette du temps à revenir à un état sain, même après correction de la cause. Le bois et le contenu doivent sécher, et l'odeur peut persister un certain temps si l'humidité était installée depuis longtemps. Dans les cas avancés, un nettoyage et l'élimination de certains matériaux contaminés peuvent être nécessaires. La vraie question derrière, pourquoi mon abri de jardin prend l'eau? Ce n'est donc pas seulement où l'eau entre, mais pourquoi l'ensemble de l'abri lui laisse une opportunité.
Est-ce une couverture inadaptée à la pente, une finition de rive insuffisante, une porte exposée, un seuil mal conçu, un terrain qui renvoie l'eau, une gouttière absente, une base trop basse, une ventilation déficiente ou un mélange de plusieurs causes? Dans la majorité des cas, ce n'est pas un défaut isolé, c'est une accumulation de petits points faibles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en les traitant dans le bon ordre, on peut retrouver un abri sec et durable sans forcément tout reconstruire. Si je résume la logique à garder en tête, je commence par identifier si j'ai affaire à une infiltration, à une humidité venant du sol ou à de la condensation. Ensuite, je remonte méthodiquement le trajet de l'eau, du point visible vers la cause réelle. Puis je corrige la conception ou le détail défaillant, pas seulement la trace qu'il a laissée. Enfin, je mets en place un entretien simple pour empêcher le retour du problème. C'est cette approche qui fait la différence entre une réparation cosmétique et une vraie solution. Et quand on prend le temps de comprendre le comportement de l'eau autour d'un abri, on réalise souvent que quelques ajustements bien ciblés valent bien mieux qu'une couche de produit miracle appliquée dans l'urgence. Au fond, un abri sec n'est pas seulement un abri bien fermé, c'est un abri où l'eau est correctement gérée depuis le ciel jusqu'au sol, où les matériaux peuvent sécher et où chaque détail travaille dans le même sens. C'est exactement ce qu'il faut viser si on veut protéger durablement la structure et tout ce qu'on range à l'intérieur.